Oh, c'est lancé. Bonjour, bonjour. Salut, Hervé, comment vas-tu? Salut Nicolas, ça va bien et toi? Ça va super bien. Bon, on avait hâte de faire un live sur toute cette magnifique situation. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Puis je crois que tu as un beau point de vue d'expert sur le sujet à cause des voies respiratoires, de par ton métier de chirurgien dentiste. Il fut un temps. Mhm. Donc, tu m'as proposé de faire ce live-là, puis on commence à l'instant, en fait. Le sujet du jour, c'est les dangers relatifs du port d'un masque d'un point de vue respiratoire. Ouais. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu veux te présenter 2 petites secondes pour les gens qui ne te connaissent pas un peu, pour savoir qui est le fameux docteur Thomas. Bon, là, je viens pour m'exprimer surtout sur l'aspect respiratoire. Je vais surtout vous faire part du fait que voilà que je suis pas passionné et passionné d'intérêt pour la respiration depuis maintenant 25 ans. Qu'effectivement, à la base, je suis dentiste, je suis pas pneumologue, cardiologue, mais j'ai porté énormément d'intérêt à la respiration, à la compréhension de tous les mécanismes et de toutes les répercussions que ça a sur l'organisme. Et puis, bon, donc, quand tu t'intéresses à la respiration, tu t'intéresses forcément au couple poumon-cœur, au couple poumon-rein, au couple poumon-cerveau. Et voilà, ça n'en finit pas. Et puis, système lymphatique aussi, donc défense immunitaire. Finalement, dans la respiration, comme ça alimente aussi toutes nos cellules, finalement, c'est un des acteurs extrêmement importants de tout notre métabolisme et de toutes nos capacités métaboliques. Donc voilà, j'ai un regard sur la respiration qui est pas celui d'un pneumologue. Moi, à la base, c'était plus le regard d'un orthopédiste. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, comme ça, j'ai accumulé beaucoup de connaissances dans d'autres domaines pour bien comprendre et bien intégrer toute la compréhension de l'importance de la respiration sur le fonctionnement du corps, quoi. Je crois que tu as passé beaucoup de temps aussi avec un masque au visage au travail. Bah oui, aussi, ouais. Hein? Donc, je crois que ça fait un intérêt un petit peu sur ce dernier masque. Ben, je pense à tous mes copains qui ont repris le boulot, là, notamment en France, ils ont repris l'activité. Alors, c'est avec masque, plus visière. C'est. Voilà. C'est spécial. Entendons-nous, là, il y a de plus en plus Plus d'évidences 12 qui sur disent 12. que. Alors là, il fait chaud. Là, ils sont tous en train de péter un plomb parce qu'en plus, dans les recommandations, à la base, il ne fallait pas mettre la clim. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mon Dieu. Ça fait plus de sens de ne pas mettre la clim, honnêtement, selon moi, que de mettre un masque. Là. Ouais, mais alors quand tu es sous le masque, tout l'équipement, la charlotte, la blouse, la surblouse, les gants, Il fait chaud, le corps, il définitivement. respire plus, quoi. Et si en Ouais. plus tu as chaud, quoi, donc tu passes quand même assez facilement en acidose, quoi. Mode panique doit s'installer un petit peu plus aussi. Hein. Je veux pas. Quand Ouais. on coupe la respiration, puis ensuite, c'est les erreurs techniques qui apparaissent. Donc. Et le truc, c'est que bon, comme pour tout, quoi, le corps s'adapte. Les signaux de réaction, les mécanismes de réaction ont tendance à s'émousser, à s'atténuer avec le temps. Et finalement, on fait endurer à notre corps de plus en plus de contraintes et puis qui génère des phénomènes de compensation. Et puis on traîne ça pendant des années où on s'affaiblit jusqu'à l'accident cardiovasculaire, l'accident vasculaire cérébral, qui va révéler finalement toute une histoire, tout un processus qui s'est passé, qui s'est déroulé insidieusement petit à petit pendant des années, quoi. Ça, c'est un choc, hein, ça, c'est quand ça devient vraiment traumatique, mais à la base, ça reste quand même qu'il y a une dégénérescence de la santé de la personne est grugée, malgré s'il n'y a pas d'ACV, d'habitude en anglais, C'est l'accident. d'AVC et compagnie, mais il peut avoir quand même une régression de la santé de la personne, même si elle n'est pas marquée par un événement aussi traumatique.
Ça Non, reste que... ça se fait vraiment petit à petit, ce qui fait que tu t'en rends pas compte. C'est de jour en jour, voilà, on change. Quand toi, tu te regardes devant le miroir tous les jours, tu Ah, c'est ça, on le voit pas, là. ne vois pas changer parce que ça se fait petit à petit. Mais quand tu vois quelqu'un que tu Mhm. n'as pas vu depuis longtemps, bah, là, on se trouve changé. C'est toutes les maladies cognitives en ce moment, puis neurodégénératives, etc., les maladies auto-immunes, tout est lié L'accident, assez intimement à la respiration. l'accident révélateur, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mhm. Je crois que c'est un bon moment de parler du livre que tu vas donner gratuitement prochainement sur les mécanismes de la respiration. Je Ouais. crois, c'est sur ce sujet-là, je crois, ton e-book qu'on a discuté ensemble. Voilà, bah écoute, c'est un texte que j'ai écrit en 2009, non 2010. C'est un texte que j'ai écrit en 2010, donc j'ai écrit ça juste avant de mettre au point la ceinture posturo-respiratoire. Mhm. Et en fait, finalement, ce texte, on l'avait édité et on avait fait un petit livre avec, en parlant un petit peu de la ceinture à la fin. Mais en fait, Mhm. ce texte, c'était un petit peu ma synthèse à ce moment-là de l'approche mécanique et énergétique de la respiration. Mhm. Et c'était un petit peu la synthèse que j'avais faite pour aider les gens à comprendre, pour sensibiliser les gens justement à l'importance d'une meilleure respiration. Voilà. D'un point de vue notamment mécanique, avec des répercussions, avec toutes les répercussions, les liens biomécaniques qui t'expliquent comment le corps s'adapte et a tendance à se dégrader avec le temps. Mhm. Euh, donc d'un point de vue orthopédique et d'un point de vue morphologique. Et puis d'un point de vue énergétique, hein, puisque on respire, c'est vraiment la respiration, c'est un acte énergétique, c'est un investissement énergétique. Ouais. L'oxygène, on l'utilise pour que nos cellules puissent faire le cycle de Krebs pour produire donc l'énergie qu'on est capable d'utiliser, c'est l'ATP au niveau des cellules, hein, Mhm. phosphate. Mhm. Et puis, dans ce mécanisme-là, on libère du dioxyde de carbone. Voilà. Les Donc, déchets. la respiration, elle sert à apporter de l'oxygène à nos cellules et elle sert à les débarrasser de leurs déchets en dioxyde de carbone. Mhm. Et puis, bah, ça va être là un petit peu, la dichotomie de la discussion finalement, parce que les masques ou toute source ou toute cause d'insuffisance respiratoire ou de déficience respiratoire, enfin tout, finalement, va avoir des conséquences d'une part sur l'oxygénation, mais d'autre part sur le dioxyde de carbone. Et c'est Mhm. vraiment deux choses différentes. C'est super important qu'on ait cette balance-là au niveau de ces deux gaz dans le corps. Souvent, il ne faut pas qu'il y ait trop d'oxygène non plus, il ne faut pas qu'il manque non plus de CO2. Puis c'est un mécanisme qui n'est pas assez adressé, qu'éventuellement on pourra parler dans la formation. Posture, respiration, je crois que c'est quelque chose d'intéressant parce que les gens veulent à tout prix, exemple, l'oxygène, à tout prix évacuer le CO2, mais on a quand même besoin de cette balance-là, qui est naturelle aussi. Ça, c'est d'autres mécanismes, là. On va un petit peu plus loin, mais... Si on veut pour les gens qui sont voilà, qui sont pas forcément dans le domaine médical, si jamais il y en a qui écoutent ça, si on veut simplifier et faire une métaphore, l'oxygène c'est la nourriture pour nous. On a besoin de manger pour fabriquer de l'énergie. Mm-hmm. Hein. Tous les organismes vivants, là, en fait. Là, Et puis le CO2, c'est les déchets. C'est tout ce qui doit être éliminé et évacué. Donc, quand tu n'as pas d'oxygène, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manquer d'énergie, principalement, dans un premier temps. Petit à petit, mm-hmm. évidemment, ça peut Mm-hmm. conduire à la mort. Mais dans un premier temps, si tu commences à manquer d'oxygène, c'est ton apport en énergie qui va être diminué. Si par contre, tu es intoxiqué par tes déchets, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout les mêmes conséquences. Ouais. Si tes déchets ne sont pas éliminés, si tu vis dans tes déchets,
tu t'intoxiques. Voilà. Donc, en quelque sorte, l'inspiration, Le principe d'acidose. l'apport d'oxygène, c'est de la nutrition. Et l'expire, l'élimination du dioxyde de carbone, c'est de l'élimination, c'est de l'évacuation. Voilà. Et nos cellules, pour bien fonctionner, alors cette élimination, cette évacuation, cette gestion du gaz carbonique dans le sang, c'est le facteur finalement déterminant sur notre pH, sur notre niveau d'acidité, sur notre équilibre acido-basique. D'accord ? Et finalement, quand on respire, quand on est au repos ou en activité physique légère, modérée, l'apport en oxygène est largement supérieur à nos besoins et notre rythme respiratoire, notre débit respiratoire, il est adapté pour réguler notre pH. Exact. C'est ce fameux... on est bien fait, là. Chaque organisme vivant le fait, c'est normal. C'est des mécanismes automatiques du corps qu'on n'a pas à penser, gérés par le système nerveux autonome. C'est la base de l'homéostasie, quoi. Je veux dire, les conditions fondamentales de fonctionnement de la cellule, c'est des conditions d'apport en nutriments, de température et de pH principalement. Toute chose fonctionne comme ça. Les variables, même notre cellule avec la pompe à protons. C'est ça. Donc, génial. On va avoir un bon dossier là-dessus dans le livre en souhaitant que ça incite les gens à chercher plus loin un petit peu ces mécanismes-là et surtout s'occuper de leur santé. J'ai posté sur ma page tantôt personnelle une expérience que je fais avec mon corps justement en ce moment avec la respiration, avec les douches, l'exposition au froid, etc. J'ai vraiment des bons résultats. Puis je le vois au niveau de ma concentration. En ce moment, j'avais de la difficulté à étudier beaucoup. Puis là, je suis en train de faire mon PhD, puis c'est demandant, là. C'est plus des études on est sorti du bac et de la maîtrise. On va aborder ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui concerne énormément de monde. Comme on l'a déjà abordé dans déjà différentes vidéos qu'on avait faites, on avait parlé surtout de thermorégulation cérébrale. Oui, c'est ça. Qui sont des notions qui ont beaucoup été développées par le professeur Jacques Talleyrand à Nantes. Donc nous, ayant étudié à Nantes, on avait été particulièrement sensibilisés à ça. Vous étiez proche de la source. Mais en réalité, aujourd'hui, là, je me rends compte que le dioxyde de carbone et l'hypercapnie présentent quasiment les mêmes symptômes. Alors, il y a des symptômes vraiment différentiels qui permettent de distinguer si c'est vraiment un problème de thermorégulation ou si c'est un problème d'hypercapnie, mais l'hypercapnie entraîne également des perturbations du sommeil. On va aller vers ces sujets-là. On les avait mis. On va peut-être en parler plus Oui, c'est ça. On va être un petit peu plus en détail. Pas pour qu'on ait plus, si tu veux, on a des perturbations du sommeil. La perturbation du sommeil, elle entraîne un débalancement de la régulation neurovégétative. L'influence vagale a tendance à disparaître. Le bon tonus vagal. Ouais. Tu sais, c'est ça. Parce qu'on est plus en sympathique, parce qu'on est en phénomène probablement d'oxydation. Puis, Et puis donc, cette un bon point, ça a parlé. Elle se révèle principalement la nuit. Et elle peut entraîner, par exemple, de l'hypertension nocturne, de l'hypertension artérielle nocturne qui passe complètement inaperçue et qui est à l'origine de beaucoup de troubles. Mais le problème de l'hypercapnie, sur la qualité du sommeil, sur les facultés cognitives, le fonctionnement du cerveau a un rôle absolument incroyable. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de souligner, ce que j'ai essayé de souligner un petit peu dans le texte que j'ai préparé. On a ouvert beaucoup de parenthèses. On va commencer à refermer les portes puis d'expliquer certains sujets qu'on avait en tête. Ça m'a ouvert une porte, par exemple. Donner des idées. pour les gens qui vont vouloir poser des questions après.
Ben, tu sais, moi, j'essaie de faire les liens aussi pour les thérapeutes manuels, les thérapeutes énergétiques, etc. Comment amener ça comme une fonction en hygiène de vie pour les gens, la respiration. Parce que la théorie, c'est super cool, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec? Je pense juste au niveau de point de vue thérapie, exemple, on a plusieurs thérapeutes en ce moment dans la salle d'attente ou dans les, qui ne sont pas en vidéo en ce moment qui apparaissent. On a Denis, on est chanceux. Mais des gens qui font de la thérapie manuelle, qui n'ont pas nécessairement fait la formation au niveau de la respiration avec toi ou qui veulent la faire, qui ne l'ont pas encore fait, mais qui sont thérapeutes manuels. Je pense aux ostéopathes, les massages, exemple, chez Denis, il va faire du ventral, probablement, des choses comme ça. Juste aider la motilité des organes va permettre un meilleur mouvement du diaphragme conséquemment. Et le diaphragme, par la respiration, parce que là, c'est comme la poule ou l'œuf, si le diaphragme a un autre rôle qu'on parle peut-être un peu moins médicalement, c'est quand il respire et qu'il bouge dans sa pleine dimension, il va aller masser les organes en même temps. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les organes vont envoyer ces stimulus-là par le nerf vague. Donc, il y a une stimulation du nerf vague et ça va activer le système nerveux parasympathique. Donc, ça va baisser la surrégulation du système nerveux sympathique et ramener le corps dans une homéostasie. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est quand le corps, ça t'intéresse, hein? quand on est seulement sympathique, on est en mode de survie. Donc, le système immunitaire ne fonctionne pas correctement, on ne peut pas guérir correctement, il n'y a rien qui se passe d'intéressant à part combattre, survivre à court terme. Donc, on peut travailler la respiration différemment, soit par la langue, soit par des mouvements respiratoires, mais on peut aussi travailler le nerf vague qui va amener une régulation du système nerveux sympathique, donc une meilleure respiration aussi de l'autre côté. Donc, je crois qu'il y a plusieurs façons d'aller jouer ce système-là. Puis plus qu'on a d'angles d'attaque, mais plus rapidement on va avoir des résultats aussi pour ramener vers une régulation autonome du système. Là. Avais-tu un point de vue au niveau de la mécanique que j'ai dit là? Non, ça me laissait penser que finalement, bon, dans le petit fil, dans les petites idées que j'ai préparées, c'est pas forcément axé sur des déductions immédiates. Vraiment, le sujet, c'était déjà de parler du masque, quoi, et puis des conséquences. Et puis d'expliquer un petit peu ces mécanismes et notamment insister un peu plus sur l'hypercapnie, qui est à mon avis un problème qui affecte énormément de monde. Et puis de donner un petit peu les signes cliniques d'appel. Ouais. Ben, on va commencer dans ce cas-là directement. Ton premier sujet, c'était le port d'un masque a deux conséquences sur la respiration. Le premier sujet, c'était la première, c'est elle est obstructive. Cette conséquence, la respiration est plus difficile. Es-tu capable de définir un peu ce que tu veux dire par cette résistance-là que le masque pourrait apporter? Voilà. Donc, je vais faire un petit peu une lecture progressive, puis on peut commenter au fur et à mesure. Oui, oui. Donc, c'est au sujet des dangers relatifs au port d'un masque d'un point de vue respiratoire. Le port d'un masque donc, a deux conséquences sur la respiration. Une première qui est obstructive, c'est-à-dire que la respiration est plus difficile. Le port du masque, il obstrue plus ou moins le passage de l'air. Ça nécessite une augmentation de l'effort respiratoire. C'est comme quand on est enrhumé. La respiration, elle est plus difficile, elle est plus fatigante et parfois même jusqu'à nous obliger à respirer par la bouche parce que c'est trop difficile de respirer par le nez, ça demande trop d'efforts. Voilà. Donc à la longue, si l'obstruction est prolongée pendant des très longues périodes, il peut y avoir une fatigue qui s'accumule et qui fait que la respiration peut devenir plus courte et donc venir aggraver la deuxième conséquence, la deuxième conséquence qui est d'origine donc restrictive et qui signifie que la respiration est moins efficace. Donc, quand il y a des phénomènes obstructifs, ça va petit à petit avec le temps, s'ils sont chroniques. Bon, là, on s'écarte un peu du masque, mais quand il y a des problèmes d'obstruction chronique, ça finit par se décompenser en une respiration qui va être plus courte, qui va être moins efficace, qui va avoir moins de volume, restriction de volume, et cette respiration-là, elle est moins efficace. Voilà. Donc, tu as fait des super images dans ton document, dans le PDF qu'on devrait mettre. Je crois que ces images-là sont là avec les poumons et les pourcentages. Est-ce que tu les as mis dans le livre? Je sais qu'ils sont dans la formation. Oui, dans le livre, c'est très détaillé. Ouais. Mais je dirais que la
la meilleure synthèse pour vraiment comprendre l'aspect de l'importance du volume respiratoire, c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Oui, pour la chaise. Ouais, Ça, c'est génial. Qui est sur la page Facebook La Chaise Thomas, qui est sur ma page aussi personnelle. Ouais. Il y a Je vais poster les liens qui l'ont avec. partagé. Ouais. J'avais appelé comment ça ce que vous devez savoir sur la respiration. Ce que vous devez savoir sur la respiration. Ouais, c'est un bon vidéo, ça. C'est la profondeur de la respiration, le volume de la respiration. C'est vraiment un élément essentiel de notre santé, de notre capacité, de notre pronostic vital et de nos performances. Voilà. C'est la capacité vitale et le volume courant, c'est-à-dire quelle quantité maximale d'air tu es capable de prendre dans tes poumons entre quand ils sont le plus vidés et le plus remplis. Et puis, en respiration normale, en respiration de repos, je veux dire, plus ta respiration est ample, plus elle est lente, et mieux ton corps fonctionne. Voilà. Je crois que je vais mettre dans la vidéo qu'on va passer sur YouTube le montage avec la photo de l'exemple au niveau l'oxygène, quand le poumon est plus rempli, c'est là qu'il va aller rejoindre les capillaires sanguins, qu'il va y avoir l'échange entre l'oxygène et le sang. C'est pas quand le poumon est à moitié gonflé. C'est vraiment, il faut qu'il y ait une respiration qui est plus grande pour que l'oxygène se rende vers les capillaires sanguins. C'est un peu l'image que j'ai. Non, c'est pas tout. Enfin, je saurais pas confirmer ce que tu dis là. OK. Moi, c'est le visuel de ce que j'ai compris visuellement avec l'image. Mais... Non, le truc qu'il faut comprendre, c'est que entre les poumons et l'air extérieur, qu'on va appeler l'air frais, l'air propre, et puis l'air sale, celui que tu rejettes, entre les deux, entre les poumons, là où il y a les zones d'échange, et puis les narines, et l'extérieur, mais il y a tous les conduits. La gorge, la trachée, les bronches. Ça, ce sont des espaces de conduction, de convection de l'air, de circulation, dans lesquels il n'y a pas d'échange gazeux. Il n'y a pas de contact avec le sang et d'échanges gazeux qui se produisent dans ces zones-là. Donc, quand tu respires, quand tu inspires l'air frais, il faut d'abord qu'il fasse le trajet pour arriver jusqu'au poumon, pour servir à quelque chose. Donc, et en fait, on va commencer par l'expiration. En fait, quand tu souffles, quand tu te vides d'air, donc tu as l'air sale qui sort des poumons et puis qui est évacué vers l'extérieur. Et donc, à la fin de l'expiration, entre les poumons et l'extérieur, tu as toujours de l'air sale à l'intérieur du corps. Au niveau de tout ce qui est tuyauterie. Oui, définitivement. Tu comprends? Ouais. Et quand tu vas réinspirer, tout cet air qui est propre, qui est sale, c'est la première partie d'air qui va revenir dans les poumons avant qu'il y ait de l'air frais qui arrive. Il faut déjà réinspirer tout le volume d'air de la tuyauterie avant de faire parvenir de l'air propre. J'ai une image peut-être qui peut aider là, les gens. Là. C'est comme si, bon, t'as traché, bon, toutes les structures ne deviennent pas complètement écrasées comme un tube de pâte à dents. Là. Il y a pas, quand on expire l'air, les structures ne deviennent pas complètement écrasées, trabouillées. Fait qu'il reste encore de l'air dedans qui serait plutôt vicié. C'est ce que je comprends dans ton explication. C'est ça. OK, parfait. C'est ça. Et donc, c'est ce qu'on va voir là par la suite. Hein, finalement, ce volume d'air qui, à chaque respiration, ne participe pas aux échanges gazeux, puisque donc après, tu continues d'inspirer de l'air frais. C'est quelque chose qui est coupé? Non, je pense que c'est... OK. Participants, s'il vous plaît, on retire le son. Juste pour être certain. Pour bien finir l'explication, être sûr que tout le monde comprend bien, quand tu vas réinspirer, donc dans un premier temps, tu respires d'abord la partie d'air sale qui était dans les tuyaux, et ensuite, tu as de l'air propre qui arrive. Mais l'air frais, la dernière portion d'air frais que tu inspires à la fin de ton inspiration, elle n'arrive pas jusqu'au poumon.
tout le volume Ouais, respiration superficielle, là, probablement. tout le volume de la tuyauterie, lui, il ne va pas servir à faire les échanges gazeux. Et quand tu expires, donc la première partie d'air que tu expires, c'est de l'air propre qui était dans les tuyaux, qui a été conditionné, qui a été réchauffé, qui a été humidifié, qui a été éventuellement enfin, oui, filtré aussi. Mais il n'y a pas eu d'échange gazeux. C'est toujours, d'un point de vue gazeux, il n'y a pas eu d'échange. J'avais pas tort dans mon affirmation, mais je manquais le facteur tuyauterie, les segments avant. Là, j'avais seulement vu le poumon en soi, mais effectivement, ça va plus loin que ça. Donc, il faut rentrer encore plus d'air pour remplir la tuyauterie d'air frais pour qu'ensuite le reste va aller voir les poumons. Voilà. La même chose quand on... C'est le principe avec le masque, en fait. C'est-à-dire que finalement, et ça, j'espère avoir réussi à l'avoir suffisamment bien expliqué donc dans la petite vidéo dont je parlais, là, ce qu'il faut savoir sur la respiration. Le ratio qui est important, c'est ce volume qu'on appelle le volume mort par rapport au volume courant, ou qu'on appelle aussi le tidal volume. C'est-à-dire le volume de chaque respiration. Sur chaque respiration, finalement, eh bien, tu perds l'espace du volume mort. C'est-à-dire que si tu respires un demi-litre, une respiration moyenne au repos en général, chez un homme moyen, c'est à peu près un demi-litre par respiration. Et donc, il y a en fait qu'il n'y a que 350 millilitres qui va vraiment être utilisé à faire des échanges gazeux avec le sang, à régénérer notre sang. Ah, c'est ça. Voilà. Et donc, ça crée un ratio. C'est quand tu fais des respirations de 500 millilitres, d'un demi-litre, tu as en fait une efficacité respiratoire qui est de 70%. Tu n'utilises réellement, d'un point de vue des échanges gazeux, que 70% de l'air que tu respires. Et si tu fais des respirations plus petites, plus superficielles, des respirations courtes, eh bien, ce pourcentage d'efficacité, il diminue radicalement. Alors que si tu fais des respirations plus profondes, le ratio diminue et donc tu as une meilleure efficacité respiratoire. Ça me fait penser à quand on met de l'essence dans la bagnole. Qu'est-ce qui est déjà dans le tuyau qu'on paye pour, mais qu'on n'a jamais dans notre voiture? C'est un peu le modèle. C'est con, ça m'a rappelé une autre image. Moi, j'aime bien les images. Tu me connais. Je suis allé en voyage quand même souvent dans ma vie, puis il y a des endroits que je suis allé, puis je n'avais pas prévu, je n'avais pas acheté, exemple, de billets pour un truc. Je suis allé en Pologne, je voulais aller visiter une mine de sel. Il y a une fabuleuse mine de sel en Pologne. Puis finalement, on a passé la journée en voiture pour se rendre. Quand on est arrivé, il y avait tellement de files d'attente qu'on n'a jamais visité, puis on est reparti. Ça me fait penser à l'air comme ça qui arrive, c'est que je me suis rendu, j'ai fait tout le travail, j'ai dépensé toute l'énergie nécessaire, puis je suis arrivé, j'en ai pas profité. Mais pourtant, la distance, le chemin est fait, mais il n'y a pas eu j'ai jamais pu aller visiter finalement le poumon, on peut dire ça. Et donc, un autre... Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Ben, il y a un autre truc que ça m'a fait rappeler, le port du masque, au final, vu que ça l'obstrue la respiration, la personne doit fournir plus d'efforts mécaniques pour rentrer l'air, mais sans savoir si l'air, finalement, il va en avoir assez qui va se rendre vers les poumons. C'est un deuxième truc. Déjà que les gens respirent pas bien à la base. Ça m'a fait penser à... J'ai écouté des séries dernièrement, comme tout le monde, beaucoup de vidéos encore avec la torture qui montrent dans les gens avec... ils mettent un linge dans le visage avec de l'eau. Là, ben, qu'est-ce qui se passe? Le linge devient mouillé. La personne, ensuite, ben, elle veut reprendre son air, mais elle ne peut pas parce que l'eau bloque l'entrée d'air dans le masque. Là, on torture les gens avec ça. OK. OK. Regarde les tours de tout. Ouais, non, mais on torture les gens avec ça. Puis là, ben, on se met ça dans le visage. C'est un peu le même principe. C'est pas aussi dramatique. Mais quand même, c'est pas cool. T'es sur une lancée, sinon... Le manque d'air, on l'a tous vécu. On sait tous à quel point c'est une détresse horrible. Une détresse psychologique, effectivement. Ben oui, c'est ce qu'on a besoin pour vivre. Tu peux arrêter de manger, de boire, mais arrête de respirer, c'est la fin.
Très rapidement. Tu voulais nous parler du risque d'époxy aussi. Alors attends, parce que donc on va À moins que donc tu avais un autre la truc, deuxième sinon on s'en conséquence vient. donc qui est restrictive, c'est ça, c'est-à-dire qu'on là on a expliqué un petit peu le principe. Oui. Donc l'air vicié, l'air sale entre guillemets, l'air chaud si vous voulez, rejeté dans le masque, eh bien quand tu vas réinspirer, il va dans le masque. Il y a une partie de l'air sale que tu as rejeté qui est restée et que tu vas réinspirer Mm-hmm. cet air sale qui est resté compris dans le masque et qui va s'ajouter à tout le volume de la tuyauterie. Donc en fait, ça équivaut à une augmentation du volume mort. Hein, c'est-à-dire que donc l'air vicié rejeté dans le masque, il est réinspiré avant d'avoir accès à de l'air frais. C'est-à-dire qu'il faut déjà vidanger l'air vicié qui est compris dans le masque avant d'avoir accès à de l'air frais. Et donc, voilà, ça correspond à une augmentation du volume mort. Et donc, Il n'y a aucune façon. Ouais. Il n'y a aucune façon de rester en santé dans cette méthode parce que le but de chaque organisme sur Terre, c'est premièrement de se détoxifier avant de performer. Il faut être capable d'évacuer nos déchets avant de rentrer du neuf. Ouais. C'est la même chose que dans votre garde-robe. Si vous achetez des nouveaux vêtements, il faut évacuer le linge qui ne convient plus. Là. Les vêtements qui ne conviennent plus. Mais la cellule, c'est pareil. Avant de rentrer les nutriments, il faut qu'elle sorte les déchets. Elle n'a pas le choix. Si on rentre toujours du nouveau déchet, il n'y a plus d'espace pour rentrer du neuf non plus. Et en plus, ben, c'est des trucs qui nous rendent malades. C'est surtout ça, à cause des principes d'acidose du corps. Quand la cellule est intoxiquée, ça modifie, ça peut modifier différents paramètres, mais enfin, quand le pH, quand elle est dans un bain toxique, et notamment, par exemple, dû à une acidité, ça dénature les protéines et donc les réactions enzymatiques. Donc, en fait, la cellule n'a plus sa capacité de fonctionner. Elle peut plus prendre, elle n'a plus les moyens de prendre parce que son matériel est modifié. Ça modifie la structure des molécules protéiques et donc tous les processus métaboliques sont perturbés. Donc, en fait, si la cellule, si l'organisme n'assainit pas le milieu de vie de la cellule n'a plus la possibilité de vivre. Voilà. Ça prend de l'oxygène pour qu'elle crée de l'énergie, puis voilà. Ça prend de l'énergie pour détoxifier l'organisme. Et donc là, avec cette quantité d'air chaud à réinspirer dans le masque, en plus de celle de notre volume mort anatomique, chaque respiration apporte donc moins d'air frais aux poumons et permet moins d'échanges gazeux avec le sang. Et donc le sang s'appauvrit en oxygène et s'enrichit en gaz carbonique. Voilà, ce qui va nous amener à parler donc du risque d'hypoxémie et puis du risque d'hypercapnie. Voilà, il faut distinguer l'hypoxémie et l'hypoxie. C'est-à-dire que le sang qui s'appauvrit en oxygène, c'est l'hypoxémie, c'est-à-dire c'est une baisse de la quantité d'oxygène dans le sang, qui n'est pas forcément dramatique en fonction des conditions. L'hypoxie, c'est une insuffisance d'apport d'oxygène à nos cellules. C'est-à-dire que nos cellules ont besoin de ça pour fabriquer son énergie, pour faire son travail, et que pour ça, elle a besoin d'oxygène. Donc, on parle d'hypoxie, finalement, quand l'apport en oxygène au niveau de la cellule, au niveau de nos tissus, au niveau de nos organes, n'est pas suffisant. Voilà, c'est deux choses différentes. Que l'oxygène baisse dans le sang, ça ne va pas entraîner nécessairement une hypoxie. Ça ne va pas nécessairement entraîner une souffrance cellulaire. OK, intéressant. J'enchaîne sur le risque d'hypoxie. Oui. Il va assez vite puisque ce n'est pas ça le plus intéressant. Moi, je n'ai pas vu de questions. Là. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle avait des questions. Je vous invite, bien sûr, vos micros éteints pour l'instant, peut-être poser la question dans le chat en bas. Il est supposé d'avoir un petit icône. Vous pouvez écrire la question. Nous, on va répondre dès qu'on a le temps de 2 sujets. Puis évidemment, pour l'interaction, on va vous laisser ouvrir le micro une fois qu'on vous a adressé la parole. Donc, merci beaucoup d'interagir. On est là pour ça. Facebook ne nous permet pas de faire des vidéos et d'inviter quelqu'un directement. Donc,
comment on fait pour pour converser? Ah, ça Ouais, y il est, devrait avoir un bouton chat, là. j'ai Ouais, c'est ouvert ça. la fenêtre. Là. Ouais, parfait. Les gens, je crois, qui sont subjugués par ton savoir, donc ils sont très timides. Ben, amusez-vous. Bon. Moi, j'aime bien apporter des images puis m'amuser J'ai avec pas ça. plus de savoir qu'un autre, j'ai un savoir spécialisé. Mon but, c'est de rajouter des images puis de rendre ça plus facile à intégrer. Mais il y a tellement de sujets qu'on pourrait parler par rapport à ça. C'est tellement un sujet incroyable. Tu sais, juste le fait que l'acidité monte au niveau de la cellule. Tu sais, on pense souvent que quelqu'un qui va dans l'eau manque d'air, puis il meurt, puis il s'étouffe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est pas qu'il manque d'air, c'est qu'il y a trop d'acidité qui s'est construite au niveau de la cellule, puis il y a un mécanisme naturel du corps qui est d'extirper l'acide. Fait expirer, puis l'inconscient, ce qu'il fait, c'est quand l'air est sorti, il te fait réinspirer pour ramener l'équilibre. C'est clairement Donc, ça. ce qui nous tue, c'est l'acidité de la cellule, c'est pas le manque d'oxygène. C'est intéressant de comprendre cet équilibre-là. Il y a tellement de mythes. La régulation de la respiration au repos, c'est basé sur le pH. C'est une question de pH. C'est ça. C'est une question de pH. C'est la régulation du pH, le tampon le plus important de l'organisme, c'est le couple bicarbonate-dioxyde de carbone. Définitivement. Enfin, pour être plus précis, Ensuite, acide carbonique, mais c'est bon, c'est pas grave. Ouais, ensuite, on tombe dans des choses de régulation de pompe à protons, d'autres nutriments, mais ça, à la base, c'est hallucinant. La vie, tu as besoin de lumière, tu as besoin d'oxygène, tu as besoin d'eau. C'est pour ça que quand on respire, en fait, on n'élimine pas tout le gaz carbonique. Il faut qu'on en garde. Ouais. Je veux dire, la quantité de gaz carbonique entre le sang veineux et le sang artériel, elle passe de 40 à 45 mm de mercure. Ça ne paraît pas énorme comme wow. chose. En fait, le dioxyde de carbone qu'on élimine, c'est juste la petite fraction de ce que nos cellules rajoutent dans le corps en fabriquant leur énergie, qui rajoute un petit peu d'acidité, puis il faut l'éliminer. Voilà. Et donc, tu expires, tu respires, et ta respiration, elle est adaptée pour éliminer ce petit surplus de dioxyde de carbone que tes cellules ont généré en fabriquant leur énergie. On le voit, cette régulation-là est très précise. Mais on a un grand besoin d'avoir du dioxyde de carbone dans l'organisme pour assurer la présence en quantité suffisante du couple tampon bicarbonate acide carbonique. C'est comme l'extérieur. L'air en soi est comme ça aussi. C'est cet air-là qu'on a besoin. C'est un ratio parfait qui a permis la création de la vie. Donc, il faut qu'on ait le même ratio à l'intérieur de nous. Il est débalancé quand on fait une activité physique parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on produit plus de déchets, mais il faut retourner vers cet état-là qui nous permet d'être cohérent avec l'environnement extérieur. C'est magnifique, là. Notre relation avec l'univers, hein, quand on regarde ça. Là. Ben, la respiration, elle te montre vraiment à quel point on est des systèmes ouverts et Ouais. qu'on n'est pas indépendant de l'environnement. On est complètement lié et on est en échange permanent et continu avec l'environnement et on en est indissociable. Mm-hmm. Alors après, ça peut ouvrir sur des grandes discussions plus ésotériques, mais et scientifique, hein? C'est rendu définitivement scientifique. On est des systèmes ouverts, interdépendants, et on n'est pas des. Si on pousse un peu les choses, finalement, on n'est pas des entités propres, puisqu'on est indépendant on est indissociable de l'univers et on en est complètement dépendant. Oui, c'est vraiment le sujet de mes études en ce moment en médecine quantique, qui est que on n'arrive plus à trouver la limite est où entre l'humain et l'extérieur. On n'est plus capable de se dissocier vraiment en tant que système parce que on est interrelié avec toute chose. C'est fascinant. Mais bref, ça serait un autre live si tu oses parler de ces sujets. C'est quand même... Moi, j'adore. Je veux dire avec plaisir. Je veux dire.
La seule chose, c'est qu'il faut que ça intéresse les gens, quoi. Voilà. Faut qu'il y ait de la cohérence. Ouais, je crois que oui. Je suis convaincu que, je veux dire, il y a, par rapport, je veux dire, avec tout, là, je fais une parenthèse, mais quand je vois cette histoire de coronavirus, quand tu regardes les statistiques du nombre de la mortalité annuelle, tu regardes les statistiques sur toutes les dernières années, je veux dire, les maladies infectieuses, je ne parle pas du coronavirus, je parle des maladies infectieuses, ce qu'englobe tous les virus et toutes les maladies bactériennes, d'accord ? L'immunité. Sur la mortalité globale, c'est ridicule. C'est ridicule. Je veux dire, il y a peut-être, enfin, c'est moins d'1 million de morts, c'est peut-être même moins de 500 000 morts. Les graphiques, je ne les ai pas sous la main, là. Mais... sur l'humanité entière, par exemple, 8 milliards de personnes. Voilà, il y a à peu près, je crois que c'est à peu près 50. En 2017, je crois, les derniers chiffres que j'avais vus, peut-être 56 millions de morts par an. 56 millions. Regroupant toutes maladies confondues immunitaires. Voilà. Et sur ces 50, le tueur d'aujourd'hui, c'est la maladie cardiovasculaire. C'est 15-16 millions de morts par an. Et ensuite, c'est les cancers, les troubles métaboliques. Enfin bon, bref, vraiment le gros truc, c'est les maladies cardiovasculaires. Qui sont associées à l'hypertension. Et l'hypertension, elle est une conséquence immédiate de la petite déficience respiratoire. C'est-à-dire que le dioxyde de carbone, dès qu'il est en excès dans l'organisme, ça génère un stress pour l'organisme et il y a un mécanisme d'hypertension qui se met en œuvre. Et cette hypertension, elle est souvent insidieuse, elle n'est souvent pas détectée, elle se produit souvent la nuit, parce que la nuit, la respiration, elle est différente, et c'est là où on est plus facilement en hypercapnie. Et à ce moment-là, tu as une hypertension nocturne qui est très, très rarement détectée, sauf circonstances exceptionnelles. C'est hallucinant. Tu parles de ça, ma femme qui est enceinte, elle a pratiquement 8 mois, puis elle ronfle toujours. Elle n'a jamais ronflé de sa vie. Là, c'est drôle parce qu'on voit que ça change. Hein, le diaphragme ne travaille plus correctement non plus. Il y a quelque chose qui est dans son corps qui est différent, qui prend de l'espace. Je fais une autre parenthèse. Tu parlais des morts. Je termine alors parce que je n'avais pas fini la mienne. Ah, OK, vas-y. La conclusion. C'est pour dire que avec un petit peu d'éducation respiratoire, ne serait-ce que faire quelques respirations profondes tous les matins et tous les soirs avant de se coucher. Notamment le soir avant de se coucher, c'est là que ça me paraît vraiment le plus important. Mais rien que des petits détails comme ça, faire quelques respirations profondes, au moins un petit peu tous les jours, notamment le soir avant de se coucher. Faire attention à passer moins de périodes prolongées en étant immobile, assis au bureau ou dans le canapé. Voilà, juste avec des petites choses comme ça qui ne coûtent rien, tu peux considérablement diminuer la souffrance humaine et l'impact de toutes ces maladies et de toutes leurs conséquences. C'est des choses qu'on devrait vivre chaque jour en tant qu'humain. Des choses qui sont tellement simples et évidentes. Mais bon, là maintenant, je pense que tout le monde l'a compris. Pourquoi on n'en parle pas ? Voilà, ça s'éclaire et ça saute aux yeux de tout le monde aujourd'hui, c'est que ça ne rapporte pas d'argent. Voilà. Tu l'as dit. Les gens, à la base, sont supposés de bouger toujours. Tu regardes, si tu observes les peuples sur la Terre, ils ne sont pas dans un confort comme ça. Ils vont chasser, c'est compliqué, ils vont chercher leur eau. Il faut qu'ils aillent chasser, donc ils mettent leur vie en danger, ils font des sprints. Ils ont un mode de vie complètement différent, une très courte période de stress, beaucoup de jeûnes intermittents. C'est un peu ce que j'ai mis sur ma page tantôt Facebook. Pour ceux qui n'ont pas vu dans l'espace-temps, j'ai recommandé ce que j'avais fait en ce moment. Ça fait 1 mois et demi que j'implante une belle discipline et je le vois au niveau du cognitif, c'est 2 mondes. Là. Je suis capable d'étudier. J'avais de la difficulté. On en a parlé au début de la conversation. Puis là, en ce moment, je dois faire
30 heures semaine d'études, plus mon travail, que je travaille 40 heures semaine. Je suis rendu, mon cerveau, à 6 heures le matin, je commence à me réveiller, puis je me dis, bon, OK, il faut que je reste couché. Là, je fais une petite mise à jour, une petite méditation. À 6h30, 7h, je commence à travailler, puis j'arrête à minuit. C'est tous les jours, puis j'ai aucune fatigue mentale. Là. J'ai plus de sieste, je me sens bien, j'ai plus de rage. Donc, on se dit, waouh, on a ça comme pouvoir. Je vieillis, je suis posé d'aller sur la pente descendante. Non, ça va de mieux en mieux. Non, À cause que je commence à vivre de plus en plus en pleine conscience. Ça, c'est magnifique. Pour revenir à ma parenthèse, tantôt, tu parlais de qu'est-ce qui causait le plus de morts sur Terre. Ça, c'est des statistiques très médicales. Je me rappelle d'une présentation de Dr. Bob Rakowski sur une formation à Metagenic qu'on avait fait. Lui, il disait, OK, on parle du cancer, on parle des accidents d'automobile, on parle de ça, la cigarette. Ça veut dire, c'est quoi le plus grand tueur? En haut de tout ça, c'est des erreurs médicales, mais personne n'en parle. Ils disent que les mauvaises prescriptions médicales, les interventions dans des opérations, les morts sur la table, tout ce qui a mal pris en charge, mais c'est pas grave, ça, c'est des statistiques qui arrivent. Mais ils disent, je ne mets jamais ça sur le dos. C'était Michel Clausade qui est venu faire un cours. Il avait dans les dernières fois que je l'ai vu intervenir, Michel Clausade, il avait intégré dans son topo des données là-dessus. C'était impressionnant. C'est cool. C'était, je crois. Mais c'est d'une tristesse. Je crois que oui, ça fait peur même. Ça fait peur. Non. Pour ceux que ça intéresse vraiment, il faudrait demander les références. J'ai jamais eu les références. Moi, j'avais lu un autre truc, par exemple. C'est bon, je n'ai pas envie de. Là, on sort vraiment Non, on sort du cadre. OK, on se remet ça sur la table. on se texte, on s'appelle, on déj. Si on retourne dans le cadre, on était rendu effectivement à l'expliquer les risques d'hypoxie. Risque d'hypoxie, donc dans des conditions normales. Dans les conditions normales, la quantité, c'est-à-dire quand on ne porte pas de masque, la quantité d'oxygène dans le sang, elle est largement supérieure à nos besoins au repos ou en activité physique légère. Okay. Donc un risque d'hypoxie dû à une petite baisse d'oxygène dans le sang n'est pas à craindre pour une personne, en tout cas en bonne santé cardio-respiratoire. Par contre, évidemment, le port du masque pourra affecter les performances à l'exercice physique. Mm-hmm. Et puis, par contre, il faut être plus prudent en cas de risque cardiovasculaire. Et comme je l'ai déjà évoqué, donc, qui sont bien trop souvent ignorés avant que survienne un accident. Et donc, si on a une capacité respiratoire réduite, c'est-à-dire si on a le souffle court et où on a une fréquence cardiaque élevée, un cœur qui bat vite au repos et qui s'emballe vite pour le moindre effort, si vous êtes de plus en plus facilement essoufflé pour des efforts de plus en plus faibles, le port d'un masque alors peut-être la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase. Il faut bien avoir à l'esprit donc, que les insuffisances cardio-respiratoires s'installent vraiment insidieusement et qu'elles évoluent lentement jusqu'à l'événement dramatique. Et donc, voilà, un des premiers signes qui doivent vous alerter et puis vous amener à consulter si vous avez un doute, c'est ça, quoi. Quand vous commencez à être facilement essoufflé et que le cœur bat vite au repos, je dirais, à partir d'une fréquence de, je dirais 80. Moi, je trouve que 80, c'est déjà haut au repos. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Nicolas, mais... Je ne suis pas un expert sur ces marqueurs-là, en fait. Là. Yann Werner travaille beaucoup avec ça là, dans l'équipe. Là. Il fait des prises de pouls le matin au réveil, le soir avant de se coucher, avant l'exercice. Il est en train de préparer vraiment un cours exceptionnel là-dessus, sur tous les marqueurs des signes vitaux. On a engagé 2 infirmières aussi en écologie dans l'équipe, donc on s'en va vraiment de plus en plus vers toute la technicalité comme ça médicale avec ces marqueurs-là. Mais 80, ça dépend. Certaines personnes, il y a des gens qui fonctionnent bien à 80, d'autres pas du tout. Est-ce que c'est des gens qui ont fait du sport plus jeune? Et je crois qu'on peut discuter longtemps de ça. Mais, oui, bon, c'est pas le sujet, quoi. Enfin, l'idée, voilà. C'est un exemple. Un gros garçon comme moi, le cœur,
cœur, il y a un peu plus de sang à pomper. On va dire des fois, le cœur, il est supposé devenir plus gros. Donc, si la personne est plus grasse, ça dépend de la masse musculaire de la personne. Ça dépend de, exemple, quelqu'un qui n'est pas dans son poids naturel. On voit des bodybuilders qui deviennent énormes, mais que leur frame n'est pas nécessairement fait pour produire ça, versus le monsieur, qu'on dit que c'est un gros bonhomme, que lui est conséquent, qui est fait comme ça. Puis qu'exemple, il y aurait une bonne alimentation, mais il serait juste massif à la base, sans nécessairement être musculaire. Bon, on s'entend que son cœur, il est peut-être fait pour plus produire, d'envoyer plus de sang, sauf que il ne fait rien pour. Donc, il y a beaucoup de variantes, mais oui, je comprends ton point de vue, là. Donc, attends, je voulais dire quelque chose, puis ça m'a... On a ouvert une grosse porte, là. Oui. En tout cas, voilà, oui. Bon, ce qui est important, c'est de comprendre que si tu te rends compte que tu commences à être essoufflé plus facilement pour une activité, Ouais. bah, si tu te rends compte que ton corps est en train de perdre sa capacité respiratoire, que tu t'essouffles de plus en plus vite pour des efforts de Ouais. plus en moins Le importants, quotidien. pour le même effort, pour monter un escalier, voilà, tu te mets à avoir plus de difficultés, c'est qu'il se passe quelque chose, quoi. Attacher ses Il lacets, se des passe quelque conneries, chose là. qui ne va pas dans le bon sens Ouais. et qui peut mal finir. Voilà. Moi c'est exactement ça. Je fais extrêmement attention à ça parce que je le vois, puis c'est pas pour rien que j'ai pris un virage comme ça. J'ai profité du COVID pour implanter des stratégies pour ma santé graduellement. Ça se fait très bien parce que c'est la seule fois de ma vie, j'ai une routine. Je ne suis pas constamment projeté dans l'espace en voyage, dans ma bagnole, partout. J'ai une routine. C'est fabuleux. C'est ce qui manquait dans ma vie. Puis en ce moment, je suis capable de toujours en donner plus. Puis on réalise que le confort, ça nous affaiblit. Je ne veux pas insulter des gens. Je veux dire, c'est le confort. Plus qu'on a du confort, plus que c'est difficile d'implanter des disciplines parce qu'on devient facilement dans la mollesse. Puis on s'abandonne. Mais là, exemple, je vais prendre une douche. Ben, je ne pars plus à l'eau chaude, là, moi, là, ajustée à partir de l'eau chaude. Je la mets au centre. Quand je rentre dans l'eau, j'ai pas d'inconfort, ben, je la mets tout de suite plus froide. J'ai un inconfort. Je vais commencer, je vais me savonner. Puis là, quand je sens que l'eau est déjà rendue normale, je rajoute du froid. Puis quand je me rince, ben, je me mets une étape de plus. Puis à la fin, ben, je rajoute, exemple, un 5 secondes de plus par côté. Là, je suis rendu à... Aujourd'hui, je vais être à 50 secondes que je me mets de face, ensuite de côté, de dos, l'autre côté, puis je finis avec un 50 secondes de face encore, à pleine capacité froid. Mais je veux de l'inconfort. Puis cet inconfort-là rend les inconforts du quotidien confortables. Ouais, si je vivrais ouais. toujours dans, si je vivrais toujours dans Ça le confort... m'intéresse, c'est les lois de l'Hormèse et puis qu'elle est avec des techniques qui ont été pas mal développées par le fameux Wim Hof. Oui, c'est ça. Qui sont Ben, lui, c'est associés l'exemple. à des techniques de respiration en parallèle. C'est devenu une passion. C'est devenu une passion, mais à la base, il voulait se torturer pratiquement à cause de... Émotionnellement, il n'allait pas bien à cause de sa femme, tout ça qui était décédé. Puis c'était très difficile. Puis il cherchait des moyens de se torturer physiquement pour que son esprit aille ailleurs. C'est quand même vraiment intéressant comme... Ça a-tu coupé? C'est correct? Moi, je ne me vois plus bouger. OK, parfait. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce qui est génial avec Wim Hof, c'est que non seulement il a développé des techniques qui sont assez faciles d'accès pour avoir des résultats extraordinaires, mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il a travaillé avec énormément de scientifiques qui ont constaté et validé pas mal de choses qui pourraient paraître assez invraisemblables, notamment sur les défenses immunitaires. C'est ça, la production des lymphocytes avec l'exposition au froid. Si on regarde aussi la production de gras brun au niveau du corps qui vient remplacer le gras blanc, ce gras brun-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que c'est pas nécessairement qu'il est plus fort sur la dépense calorique, mais en fait, il s'élimine plus facilement parce que c'est le gras que les enfants vont avoir, qui est un peu une protection thermale. C'est pour ça que les enfants vont jouer dehors, ils ne sont pas trop habillés. Tandis qu'en vieillissant, on remplace ça par des mauvais gras plus toxiques. Ce gras-là, il est bon, c'est un gras qui est bénéfique, puis il s'évacue plus rapidement. Puis dès qu'on est en exposition, qu'on change la température de notre corps, soit à la baisse, soit à la hausse, idéalement, c'est encore plus facile pour nous. Si on fait une exposition au froid, bien, la température corporelle du corps va falloir qu'elle remonte.
parce qu'on veut une certaine température pour les échanges au niveau de la cellule, mais aussi pour notre immunité, parce qu'il y a plusieurs bactéries qui composent notre corps, qui ont besoin d'une certaine chaleur pour vivre, puis on est construit de milliards de bactéries, pas juste dans le système digestif. Là. On est la collaboration, comme dans l'article que j'ai écrit dernièrement, que je crois que tu as apprécié, on est une collaboration sur des centaines de milliers d'années. On va aller super loin, mais on va aller dire des millions d'années de bactéries, de fungus, de parasites. On est une collaboration. On n'est pas seulement un humain qui pense. On a besoin d'une régulation de la température. Puis en faisant du froid, on tue des mauvaises. On augmente les lymphocytes dans notre système terre, mais en faisant aussi de la grosse chaleur, on va tuer certaines autres bactéries. Donc, c'est super cool comment on fonctionne. Avais-tu fini avec ton hypoxie? Il y a un lien très, très important entre la flore bactérienne et notre expression génétique, entre l'épigénétique, hein, les modulations de notre expression génétique en fonction de l'environnement. Cette modulation génétique, elle est fortement, très fortement marquée par la colonisation bactérienne avec laquelle on vit. Ben, c'est ça. On a le centième de nos gènes seulement est humain. Hein? C'est incroyable. C'est fou. Le 10e au niveau du système digestif des bactéries sont humaines, mais le reste, c'est vraiment le centième de nos gènes qui est humain, de notre ADN. Le reste, c'est tout ce qui nous colonise, en fait. C'est incroyable. On n'est pas si humain que ça. Si, on est. Mais il faut comprendre que l'humain, c'est un produit final. On n'est pas une. On est des entités, on n'est pas indissociable de l'environnement. On n'est pas. Ouais, ben c'est ça. C'est une symbiose. C'est une symbiose. L'humain, c'est un vaisseau, en fait. C'est un moyen de transport qui est efficace, qui plaît à plusieurs types de trucs qui nous composent. Mais en fait, on est une société d'individus différents qu'on a créé un cerveau éventuellement. On va dire, il y a une intrication quantique dans l'évolution qui a fait que le dinosaure, quand la Terre s'est fait bombarder de météorites, il y a eu un changement de température, il y a eu des volcans, une montée des eaux, il a fallu qu'ils conçoivent quelque chose qui lui permettrait d'avoir des meilleures façons de réfléchir et d'analyser son environnement. Il y a eu des phases d'évolution comme ça à chaque grand cataclysme sur Terre, puis les espèces ont eu à se retransformer. Bon, on n'entre pas trop loin en biologie quantique, mais c'est quand même fascinant cette collaboration qui a dû se faire, parce que si ces organismes-là qui nous composent, ils seraient restés séparés, ils n'auraient probablement pas survécu. On le voit encore, il y a plusieurs animaux qu'on va voir. Par exemple, il y a une crevette qui mange tous les aliments au niveau des murènes, les fameux poissons qui sont laids. Les murènes, ben, ils ont toujours une crevette, un type de crevette particulier qui rentre dans leur bouche, qui mange des trucs. Puis la murène, ben, elle est faite pour manger ces trucs-là. Puis, sauf cette espèce-là, elle ne lui touche pas parce que c'est un échange. Mais nous, on est vraiment un tas d'échanges comme ça. C'est fou. Bon, bref. Sujet 4, risque d'hypercapnie et d'acidose respiratoire. On a quand même ouvert la porte un peu tantôt. Puis c'est ça qui m'intéresse particulièrement et qui est, à mon sens, vraiment le sujet. Je veux dire, je suis en train de préparer un travail un peu plus complet, beaucoup plus complet, et qui va être bien sourcé, je travaille vraiment là beaucoup sur l'hypercapnie en ce moment par rapport à la position assise. Ce que je vais expliquer un petit peu, bien expliquer tous les bénéfices de la chaise que j'ai mise au point par rapport à l'assise classique et donc notamment sur tout ce qui est risque cardiovasculaire, etc. C'est absolument hallucinant de voir en changeant très peu de choses, en donnant un petit peu de mouvement et en donnant une meilleure posture, une meilleure respiration, tu modifies complètement le fonctionnement de ton corps, et je pense qu'en termes de santé publique, ça va avoir des impacts absolument énormes. Donc, l'hypercapnie, c'est un sujet que je travaille beaucoup en ce moment. Je vous ai fait vraiment quelques lignes pour être très, très synthétique. Et donc, ce qu'il faut savoir sur l'hypercapnie, c'est une augmentation donc, du dioxyde de carbone, du CO2 dans le corps et donc dans le sang.
voilà, et qui tente à acidifier le sang, on l'a déjà évoqué. Alors, physiologiquement, dès qu'on a un petit peu plus de CO2 dans le sang, c'est contrebalancé par une augmentation du débit respiratoire pour éliminer ce surplus de dioxyde de carbone. Voilà, on veut excréter plus rapidement les déchets. Quand on fait un effort physique, on demande à nos cellules de fabriquer plus d'énergie par rapport à cet effort physique à faire. Donc, on fabrique plus de CO2. Donc, à l'effort physique, on augmente notre débit respiratoire pour éliminer cette quantité de dioxyde de carbone supplémentaire qu'on génère. Comme on a expliqué, voilà, c'est toujours pour modifier, ajuster notre pH. Et donc on compense, l'apport, l'alimentation en CO2 générée par le métabolisme cellulaire par une augmentation du débit respiratoire. Et donc, on ressent à ce moment-là, ce qui génère ça, c'est une sensation de manquer d'air et un besoin de respirer plus profondément. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut ressentir, voilà, tout simplement, en faisant un effort physique, on en a l'expérience. Alors, les problèmes commencent finalement quand notre capacité d'adaptation respiratoire trouve ses limites. Soit parce que on commence à être fatigué, soit parce qu'on n'a pas une capacité pulmonaire, respiratoire ou musculaire suffisante. Donc, par exemple, nos capacités ont tendance à baisser avec l'âge, par exemple, mais aussi avec d'autres facteurs, notamment donc qui sont des facteurs différents. Il y a l'âge comme facteurs qui sont importants, l'âge, la sédentarité, le temps que tu passes assis tous les jours, le temps que tu passes à faire en très basse quantité d'énergie, c'est-à-dire le temps que tu passes assis, soit au bureau, soit sur une chaise, soit en voiture, etc. C'est un facteur de risque aujourd'hui qui s'est révélé vraiment différent de l'absence d'exercice physique. Aujourd'hui, il ne faut vraiment plus avoir le regard dichotomique. Sédentarité, c'est l'opposé de faire du sport ou faire de l'activité physique. C'est vraiment deux risques différents. Le fait de passer des longues périodes sédentaires est un risque à part entière. Et le fait de faire ou de ne pas faire de l'activité physique, enfin le fait de ne pas en faire, est également un risque à part entière. Donc, quand tu passes Je comprends la nuance, je pense qu'on va pouvoir expliquer ça. Quand tu prends, par exemple, je vais l'illustrer, si tu prends quelqu'un qui travaille assis, qui passe 8 heures au bureau assis, et puis dès il a un risque. Il a un risque, il majore peut-être de 30% le risque, par exemple, de faire un accident cardiovasculaire dans les 10 ou 20 prochaines années. Si à côté de ça, quand il n'est plus au boulot, il va à la salle de sport, ça n'enlève pas le risque du temps qu'il a passé assis. D'accord ? Par contre, ça l'amène dans un état probablement de normalité. C'est-à-dire non, c'est un risque à part. Ça m'intéresse. C'est comme le tabac et l'alcool. Je veux dire, c'est des facteurs de risque qui s'accumulent. Oui, c'est ça. Ça ne fait pas disparaître les mauvais effets. Si tu fumes, c'est un risque. Si tu fumes, c'est un risque. Et si tu bois, c'est un risque. D'accord ? Oui. Si tu fumes et que tu bois, tu doubles ton risque. OK. Donc, exemple. Mais si tu fumes et que tu bois, et que tu arrêtes de fumer ou que tu arrêtes de boire et que tu continues l'autre, tu diminues ton risque, mais tu ne le supprimes pas complètement. C'est deux facteurs de risque différents.
le fait de passer des longues périodes immobiles, entre guillemets, c'est un facteur de risque. Le fait de ne pas faire de sport, c'est un facteur de risque. Si tu passes ta journée assis au bureau et que, sorti du bureau, tu es dans les transports en commun et que, arrivé chez toi, tu te mets dans le canapé devant la télé, tu as deux facteurs de risque. Le facteur de risque de la sédentarité plus le facteur de risque du manque d'activité physique. Okay. Voilà. Je vais apporter, je peux peut-être t'aider avec un point physiologique. Est-ce que tu me permets? Parce que si tu... Oui, est-ce que je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, je pense que oui, mais... Ouais, je pense que je peux apporter de toute façon, j'en reparlerai plus tard. J'en reparlerai plus tard, peut-être de manière un petit peu plus préparée. Exemple, là, je suis sur ma chaise. On est tous sur une chaise en ce moment. Moi, je sens le dessous de mes cuisses est écrasé, puis ça fait longtemps qu'on parle. Fait que je sens que j'ai une certaine tension dans le bas de mon dos. Je sens que le dessous de mes cuisses est comprimé en ce moment. Mes pieds, je ne sais pas comment les positionner. Là, il y a un blocage au niveau des liquides, de la lymphe directement. Donc, il y a une mauvaise circulation de mes déchets dans mon corps, il y a une accumulation, une mauvaise circulation aussi quand même de l'oxygène dans ce système-là, etc. Donc, en ce moment, je cause du dommage à mon corps directement. Si je me lève de ma chaise puis je commence à faire du sport, ça va permettre de faire circuler la lymphe, ça peut me donner des bénéfices au niveau cardiaque, etc., de certains mécanismes de mon corps, sauf que ça ne fait pas disparaître le mauvais temps qui s'est passé assis avec ma lymphe comprimée. Donc, je peux être un athlète, m'entraîner, mais j'ai quand même un mode de vie qui est non sain avec la chaise. Voilà. C'est un facteur de risque supplémentaire. C'est deux choses différentes. Ça ne se contrebalance pas. Après c'est toujours une question de proportion. Hein. Je veux dire, si tu passes 1 heure non-stop assis tous les jours et qu'à côté de ça, tu fais 4 heures de sport tous les jours, évidemment que tu vas la compenser. C'est ça. Mais là, on parle de ratio, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont en moyenne, passent 8, 9, 10, voire 11, des fois 12 heures par jour assis. Ah, c'est ça, c'est comme moi. C'est définitivement ça. En fait, le risque, il commence d'une manière générale, hein, le risque, il commence au-dessus de 6 heures par jour assis. Au-dessus de 6 heures par jour d'inactivité, le risque est présent. Il faut vraiment avoir un équilibre de vie exceptionnel. C'est pas parce que tu fais du sport à côté que tu élimines ce risque. Mais par contre, si tu fais pas de sport à côté, tu te rajoutes un autre risque. Oui, c'est ça. Donc, ça devient des cofacteurs. Je peux rajouter un autre point. Je pense, exemple, aux gardes, les gardes royaux, en Angleterre, sur debout. Okay? Il ne bouge pas, mais il n'est pas assis. Mais si son pied n'est pas... il y a un valgus au niveau du pied, un pied qui s'affaisse un peu, ben, il y a une mauvaise retour lymphatique. Mais de toute manière, il ne bouge pas. Donc, si vous faites du jeu, si vous n'êtes pas habitué, mettez-vous debout, vous allez voir que juste le fait d'être debout, on vient les jambes engourdies. À long terme. C'est dingue, ça aussi. C'est pas plus sain, mais il est debout, mais c'est pas plus sain ce qu'il fait. Vraiment, voilà, c'est des choses bêtes, mais ça a tellement de conséquences et d'importance. À l'heure d'aujourd'hui, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment la prolongation, la durée du temps pendant lequel tu es immobile qui est vraiment nocive. Ouais, c'est ça. Lui, sa compression lymphatique va être au niveau du pied. Le plus tu interromps, et ne serait-ce que par des... Voilà, il y a des études qui mettent en évidence que les gens qui gigotent, qui sont toujours un petit peu en mouvement, même quand ils sont assis, tu sais, c'est même des fois un peu socialement dérangeant, ben ces gens-là, ils ont moins de problèmes. Oui, c'est clair. Moi, quand je parle au téléphone, du coup, je suis dans la maison, je fais des tours. Assis-toi quand tu parles. Non, ça active le cerveau en même temps. Voilà, enfin, j'imagine que tu fais bien la relation de toute l'importance et de l'intérêt du coup du système de bascule et au niveau de tout à fait. C'est ça, exactement.
C'est ça que je veux dire. En position assise, on comprime la ligne directement sur les cuisses, mais debout, c'est pas mieux si le pied n'est pas fonctionnel. C'est pas suffisant de corriger la posture. Il faut vraiment qu'il y ait une activation musculaire du corps. Voilà. Tu sais, le produit que j'ai développé, toi aussi, tu as développé un produit. Moi, c'est l'INP Fascia Tool, le 3.0. Je vais toujours stimuler le pied, recalibrer toujours la posture de la personne au sol. Là, en ce moment, on a je ne l'ai pas sous la main, mais on a les semelles quantiques qui sont arrivés. C'est un autre truc qui est vraiment exceptionnel. On l'a inséré là-dedans pour nos tests, mais on a des trucs de fou qui s'en viennent. Puis on a vraiment hâte que ta chaise soit prête. En fait, le développement est pas mal finalisé. Puis ensuite, ben là, on est à l'étape du perfectionnement, toujours. On est à l'étape. C'est-à-dire que là, on est vraiment à une étape charnière, c'est-à-dire que je ne pouvais pas avancer tant que je n'avais pas eu la confirmation de délivrance du brevet. Si tu veux, c'est difficile d'avoir okay. Tu n'as pas d'investisseurs, tu n'as pas de personnes qui s'engagent dans un truc comme ça si tu n'as pas une sécurité de marché derrière. Définitivement. Donc, donc, pour avoir une sécurité de marché, il y a deux choses qui sont importantes. Il faut avoir un brevet, il faut avoir des clients. Des clients potentiels. Voilà. Donc, on en est au stade où je viens juste de recevoir la confirmation comme quoi le brevet va bien m'être délivré le 5 juin. Ouais! Ah ouais! Et donc là aujourd'hui, il faut vraiment que je finalise bien la présentation de tout mon concept pour démarrer une levée de fonds et pouvoir lancer le produit qui d'un point de vue conceptuel est quasiment abouti. Je veux dire, on a des petites bricoles, il y a un tout petit peu de développement qui reste à faire, mais enfin, c'est 3 fois rien par rapport à tout ce qui a été fait. Et voilà, donc là aujourd'hui, la préoccupation, ça va être de trouver, de lever les fonds nécessaires pour pouvoir les fabriquer, finir le développement, les fabriquer, et puis voilà. Donc là, on arrive vraiment dans le concret, puisque de toute façon, c'était difficile d'engager concrètement les choses sérieusement tant que tu n'avais pas une sécurité sur le brevet, quoi. Oui, définitivement. Ah ben ça, c'est super génial. Ouais. Tu vas tout avoir en même temps, pratiquement. Tu vois la chaise qui s'en vient avec tes formations avec nous en même temps. Toutes les bonnes nouvelles d'un coup. Merci, COVID. Ça nous a donné le temps de s'asseoir et de travailler un petit peu. Je pense que tu vas avoir quelques petits trucs à écrire pour nos formations aussi en même temps. Donc, tu vas avoir un gros mois jusqu'à mi-juin. Hein? T'es prêt? T'es prêt? Alors, avais-tu fini avec l'hypercapnie puis l'acidose? Oui, topo et puis on passe aux questions. Ben, moi, je dirais un petit résumé. Tu avais laissé quelques notes sur peut-être un petit résumé au niveau du port d'un masque. Ça serait quoi, un petit peu globalement? Là, attends, mais pas tout à fait fini. Moi, j'avais... OK. Voilà, donc on avait dit que c'était contrebalancé par la respiration. On peut ressentir une sensation de manquer d'air, besoin de respirer plus profondément. Et que donc le problème survient quand notre capacité d'adaptation respiratoire trouve ses limites. À ce moment-là, la quantité de CO2 augmente et provoque l'acidose respiratoire. L'acidose respiratoire qui, donc, normalement, doit être compensée dans un délai de quelques heures à quelques jours, à peu près 24 à 48 heures, donc par la fonction rénale, par le rein. C'est-à-dire que quand le système respiratoire n'est plus suffisamment performant dans sa fonction d'élimination du dioxyde de carbone, ça va être compensé au niveau cardiaque et vasculaire par une augmentation de la tension artérielle, et puis ça va être augmenté au niveau ça va augmenter le travail du rein. Hein, ça va être, donc on a une compensation qui se fait au niveau cardiovasculaire, au niveau rénal. Voilà. Donc les symptômes de l'hypercapnie, et c'est là que c'est vraiment hyper intéressant et que vous allez vous rendre compte que l'hypercapnie, vous l'avez tous vécu, on la vit tous assez souvent même, enfin en fonction des conditions, et que finalement c'est très 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 insidieux.
Donc souvent, l'hypercapnie, elle est progressive. Donc déjà, voilà, c'est comme tous les changements progressifs. Quand ça se fait progressivement, quand ça se fait lentement, on n'a pas une perception très nette des choses. Donc l'hypercapnie, elle est souvent progressive et donc la perception de ses effets n'est pas forcément évidente. Elle se traduit le plus souvent par une simple fatigue. Fatigue, un état de somnolence, avec une certaine confusion mentale, une baisse de la capacité de concentration, une baisse du niveau de conscience. On peut aussi avoir de la difficulté à penser clairement et une baisse de la capacité, de la faculté à prendre des décisions. Mm-hmm. Donc, on peut ressentir aussi une irritabilité et puis une anxiété, voire même éventuellement un sentiment de panique. Ça plus, il faut comprendre que voilà, quand tu commences à avoir un peu plus de dioxyde de carbone dans le sang, voilà, ça te met dans un état de fatigue. Donc, en fait, la fatigue, quand tu dis, bah, tiens, j'ai un coup de pompe dans la journée, par exemple, tu vois, tu as passé 3 heures sur ton ordinateur, sur ton bureau, assis n'importe comment, et puis on ne peut plus au bout d'un moment. Tu n'arrives plus à te concentrer, tu n'as pas les idées claires, tu te sens fatigué. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même pas d'être assis et d'être resté assis pendant 3 heures qui t'a épuisé. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il est énergivore. Hein. T'es en péri. Ça t'a acidifié, tu n'as pas assez respiré, tu as accumulé du dioxyde de carbone et tu ressens de la fatigue et de la confusion mentale. C'est ça les signes principaux du début d'un excès de dioxyde de carbone dans le corps. Ça se traduit comme ça. C'est de la fatigue et de la confusion mentale. Alors, si tu veux, on a tellement facilement tendance à pouvoir attribuer ce genre de ressenti à toute autre chose que jamais tu vas te dire ah bah attends, c'est peut-être parce que j'ai pas assez respiré. Tu comprends? Un antidépresseur. Ah bah, je me sens fatigué, j'ai mal dormi, et puis j'ai des soucis, je suis un peu stressé, puis j'ai peut-être mangé un truc que j'ai pas bien digéré. Enfin, je veux dire, tu vas avoir 1000 idées sur lesquelles tu vas mettre le dos de tes symptômes avant de te dire c'est parce que je respire pas assez. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc l'expression majeure et la plus évidente, la plus systématique, j'ai envie de dire, voilà, c'est de la fatigue, tout simplement. De la fatigue et une difficulté d'attention, de concentration et de faculté mentale. On peut aussi souffrir de maux de tête, avoir des sueurs. Ça peut aussi favoriser l'injection conjonctivale parce que ça a tendance à... Donc les maux de tête, l'injection conjonctivale, tout ça, c'est un peu lié à l'hypertension artérielle qui accompagne l'augmentation du taux de CO2 dans le corps. Appelons ça les yeux rouges pour le commun des mortels. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis on peut aussi avoir des troubles visuels, des taches sombres ou une perte auditive également. Puis il y a des stades vraiment plus sévères d'intoxication avec des hautes doses de dioxyde de carbone. Alors là, on peut avoir des symptômes très marqués avec des comportements inappropriés et incontrôlables, des spasmes, des convulsions, des arythmies cardiaques qui peuvent conduire à la perte de connaissance et même à la mort. Alors, donc il y a un risque avec le masque, il y a un risque d'aggravation, voire de décompensation des personnes qui sont déjà en hypercapnie chronique. L'hypercapnie chronique, c'est quelque chose que personne ne connaît, tu n'en as jamais entendu parler, mais c'est quelque chose, c'est vraisemblablement je pense qu'on a le doigt là-dessus, c'est quelque chose de majeur en termes de santé, de bien-être et de performance. Ça conditionne complètement la qualité du sommeil, la performance physique et cérébrale. C'est incroyable. C'est très gros ce que tu dis là parce que il n'y a que les gens en médecine classique qui vont s'intéresser à la traumatologie. Tu fais un arrêt cardiovasculaire cérébral, tu fais un problème majeur qui s'installe, une crise d'asthme, n'importe quoi, mais ils n'iront jamais voir c'est quoi ton potentiel en ce moment respiratoire, comment tu respires, c'est quoi ta fonction cellulaire, des tests de pH. Il n'y a aucune prévention qui est faite. C'est hallucinant. Même dans le domaine du sport, même dans le coaching. Les taxes de VO2 max.
Tu dis, C'est tout, je là. fais du cardio, je fais du cardio. On ne pense qu'au cœur. En médecine et en sport, et d'une manière générale, on ne pense qu'au cœur. Alors que le cœur, lui, il sert juste à faire circuler le sang. Mais Mhm. si le sang il n'est pas régénéré, s'il n'est pas alimenté en oxygène, s'il n'est pas nettoyé par les reins et par les poumons, tu peux faire tourner du sang, hein, le cœur il peut y aller. Hein. Et c'est pour ça que à partir du moment où les poumons sont moins efficaces et que les reins sont moins efficaces, eh bien, le cœur, il se fatigue parce qu'il Mhm. il essaye quand même d'alimenter les cellules, donc il va Mhm. travailler plus, il va augmenter, la pression artérielle va augmenter, la force de travail du cœur va augmenter du coup, et puis il va grossir, et puis c'est un cercle vicieux, puisque du coup, au lieu de il va perdre de sa capacité à cause de ça, et puis, ça conduit à des drames. Et donc, la C'est fatigue fou. cardiaque, les maladies cardiaques, la fatigue cardiaque et les accidents cardiaques, c'est toujours la décompensation, finalement, l'issue finale d'une compensation cardiovasculaire, d'une déficience qui est d'origine au niveau pulmonaire, au niveau respiratoire et au niveau rénal. Mhm. La base de la vie? Alors, Je ne sais pas les liens avec les reins. Je n'ai pas assez étudié encore ces mécanismes-là. C'est d'ailleurs pourquoi on a engagé des infirmières dans l'équipe pour mieux comprendre tous ces mécanismes-là. Je ne suis pas formé à la base là-dedans, définitivement. Là. Mais je sais que les reins vont toujours travailler à cause du cortisol. Dès qu'il y a un stress dans l'organisme, les reins vont travailler plus fort pour décompenser avec les surrénales. Puis... Si tu veux, le pH, en gros, il y a une variable. La variable qui joue sur le plus sur le pH, c'est le rapport entre la concentration de bicarbonate Mhm. et la concentration de CO2. Ouais. D'accord? La concentration de CO2, elle est gérée par la respiration. Mhm. Et la concentration de bicarbonate, elle est gérée par le rein. OK. Donc en fait, le système respiratoire et le système cardiaque, cardiovasculaire, ils travaillent ensemble pour la régénération gazeuse du sang et la circulation du sang. Mhm. Et ensuite, le poumon et le rein, ils travaillent en synergie sur l'équilibration du pH. Mais la régulation immédiate devrait se faire par, euh, par le système respiratoire. Et puis, le système rénal, lui, c'est un peu la différence Le fine-tuning un peu, là. qu'on fait entre les troubles acido-basiques d'origine respiratoire, où on parle, tu vois, on parle d'acidose respiratoire ou on parle d'acidose métabolique. Mhm. Et tu as une acidose respiratoire quand la quantité de CO2 augmente, et tu fais une acidose métabolique quand la quantité de bicarbonate diminue. Voilà, en gros, pour te... Ouais. Je ne sais pas, peut-être, Denis, tu peux peut-être valider. Je crois que tu as étudié ça un petit peu aussi, puis moi, c'était un peu loin dans ma mémoire. Le rein puis le poumon en médecine chinoise sont très couplés. Ouais. As-tu quelque chose que tu veux dire là-dessus? Je pense que tu travailles un petit peu avec ça. Ça, c'est intéressant parce que même dans notre corps vital, on a ce lien-là aussi qui est là, pas juste dans le corps physique, on peut dire. C'est quand même intéressant. En médecine chinoise, le rein est très important parce que c'est quand même le point vital et qui filtre beaucoup de choses, déchets, et tout Mhm. comme le foie. On parlait de ça. Énergétique, là, on va dire. Euh, Énergétique aussi, Ouais. va Mhm. créer souvent des problématiques au niveau lombaire et musculaire ou émotionnel, quoi que ce soit. Mhm. On parlait, Mhm. j'écoutais tantôt Hervé dire aussi, on respire, mais les gens ne savent pas respirer. Les Mhm. gens, soit par tout ce qui est au niveau présentement, qu'est-ce qui se passe, les gens ne respirent pas bien. Fait que c'est Mhm. sûr que oui, on dit oui, il faut respirer, mais reste que ça
dans le contexte qu'on est présentement, les gens ne le font pas. Avec le stress, c'est encore pire, hein? Le système nerveux autonome. On parle d'anxiété et tout, sans l'embarque là-dedans, la peur. Les règnes, c'est la peur. Exact. Fait que c'est sûr, comme Hervé disait, oui, il y a aussi le contexte écologique aussi, parce que, comme tu disais, le CO2, tu vas l'avoir aussi dans certains pays les smogs qui sont de plus en plus présents et que les gens vont respirer leur propre CO2. C'est que là, les problèmes cardiovasculaires vont avoir lieu. Au niveau du rein, ça va créer. C'est ce que la personne, au niveau acidité, oui, effectivement, l'acidité va jouer un rôle. Est-ce que la personne va créer des pierres au rein, quoi que ce soit? C'est tout un contexte. Accumuler les déchets métaboliques, là. Oui. Les métaboliques vont avoir. En tout cas, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On n'a pas encore... Je suis entièrement d'accord avec toi, Denis, sur le fait que les gens ne savent pas respirer. C'est un problème sur lequel je travaille depuis des années et des années, puisque jusqu'à ce que j'écrive le livre là, en 2010 dont on parlait tout à l'heure, je passais mon temps à donner des conseils sur la respiration et à expliquer aux gens comment bien respirer, et puis que voilà, j'avais pas de résultat, il ne faut pas se leurrer, les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés, etc., même avec tous les efforts que j'ai pu y mettre pour faire des exercices sur la respiration tous les jours. Ça serait pourtant pas vivement compliqué. Les médias sociaux. C'est la raison pour laquelle j'ai mis au point la ceinture posturo-respiratoire qui te permet d'améliorer c'est la démarche qui m'a conduit à faire la ceinture et à faire la chaise. Puisque pourquoi les gens ne savent pas respirer? Faut pas croire que naturellement on a été suffisamment dénaturé pour avoir perdu. Pour avoir perdu notre vraie nature, en fait, notre vraie nature et notre bonne manière de respirer, enfin notre manière de respirer, elle est pervertie. Elle est pervertie, elle est déconditionnée par notre mode de vie et le fait qu'on passe trop de temps assis et que du coup, le diaphragme, il travaille seul et il ne travaille pas en couple avec les transverses abdominaux. Et que ça entraîne un cercle vicieux de perte de la fonction respiratoire avec la distension de la sangle abdominale. Et vraiment, le problème, c'est la position assise. C'est la position assise. Aujourd'hui, voilà, en moyenne, les gens passent à peu près, en moyenne, enfin en tout cas en intégrant les États-Unis, les gens passent les 3/4 de leur temps de veille assis. Les 3/4 de leur temps de veille. Si tu dors 8 heures, ça veut dire que dans la journée, il te reste 16 heures. Et bien sur ces 16 heures, 12 heures. À 12 heures où tu es en sédentarité. On parle de moyenne. Fait qu'il y a des gens que ça ressemble à 23 heures. Et puis après, on peut dériver dans tous les sens comme vous voulez. Donc les personnes qui font de l'hypercapnie chronique, qui est un truc qui n'est jamais détecté, puisque en plus la plupart du temps ça va être juste la nuit, on va te dire voilà, le signe de l'hypercapnie chronique, c'est un mauvais sommeil, en dehors du fait d'être un peu dans le gaz dans la journée, si ça arrive dans la journée. Mais dans la journée, tu vas plus facilement, avec l'activité, rétablir un taux de CO2 plus correct. Là où l'hypercapnie est la plus présente, c'est la nuit au cours du sommeil, et ça dégrade complètement la structure du sommeil et la qualité du sommeil. Et donc, ça va ajouter à la fatigue. Et donc, les gens qui ont de l'hypercapnie la nuit, ils ont un mauvais sommeil. Donc, ils mettent leur fatigue de leur journée et de leur faculté de concentration, etc., sur le fait qu'ils ont mal dormi. Mais enfin, ça se surajoute, effectivement. Et puis, c'est vraiment le cercle vicieux. Et puis les gens s'habituent à cet état. Et tu t'habitues à vivre dans un état où tu es dans le gaz. Où tu n'as pas de vitalité, où tu n'as pas d'énergie.
parce que tu as mal dormi, et tu as mal dormi parce que ta capacité respiratoire ne te permet pas d'éliminer ton dioxyde de carbone. Mhm. Donc, les personnes les signes qui doivent éveiller un petit peu de l'attention, des soupçons, hein, encore une fois, c'est les personnes qui sont vite essoufflées, et puis toutes les personnes qui ont des troubles du sommeil. Hein. Alors, on retrouvera également assez souvent des maux de tête le matin au réveil. Hein, comme je l'ai déjà évoqué, on a de l'hypertension qui est toujours associée à ça également. Et donc, des mécanismes de somnolence, de fatigue chronique. Et puis, ce déséquilibre neurovégétatif, hein, le calme vagal ne peut plus s'exprimer. Et on est dans une spirale sympathique, hein, avec un stress continu sur l'organisme. Sympathique, Voilà, mais non sympathique. Hein? Oui, c'est ça, oui. J'ai dit Orthosympathique. ça. Si une personne en bonne santé n'a aucune difficulté à supporter le port d'un masque pendant plusieurs heures, cela peut être fatal pour certaines personnes dont les capacités d'adaptation sont réduites. Donc, pour résumer, le port d'un masque implique une respiration plus difficile, plus énergivore, plus coûteuse en énergie et moins efficace. Donc, si cette perte d'efficacité n'est pas entièrement compensée par des respirations plus profondes pour compenser l'efficacité, et ça peut facilement survenir, notamment donc, en position assise prolongée avec le dos arrondi. À ce moment-là, l'hypercapnie modifie l'activité du cerveau. C'est dès les premiers excès de concentration en dioxyde de carbone, il y a une baisse de l'activité métabolique au niveau du cerveau et une baisse de la connectivité synaptique. Ça modifie complètement l'activité du cerveau. L'excès de dioxyde de carbone diminue l'activité du cerveau et diminue la connectivité entre les neurones. Et donc, elle affecte le contrôle musculaire, le contrôle psychomoteur fin et les facultés de raisonnement sans qu'on en prenne forcément conscience. Ça a été mis en évidence par des tests, si tu veux, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque part, le CO2, l'augmentation du CO2, ça te rend idiot. Mais tu t'en rends pas compte que tu deviens idiot. Non, mais plus tu es idiot, moins tu te rends compte que tu es idiot. C'est ce qui se passe. Et voilà. Donc, un petit peu par rapport à tout ça, voilà, ça ne s'agit pas de dire que les masques, c'est dangereux. C'est dangereux pour certaines personnes. D'accord ? Pas pour la C'est pas plupart, optimal pour personne, en fait. Mais c'est mauvais pour tout le monde. C'est ça. D'un point de vue respiratoire. D'un point de vue respiratoire, c'est mauvais pour tout le monde. Ta respiration est plus difficile et moins efficace. Et ça va nécessiter une compensation. Si tu es capable de compenser d'un point de vue respiratoire, à ce moment-là, c'est bien, tu es dans la normalité. Si tu n'es pas capable de compenser au niveau respiratoire, à ce moment-là, on part dans des choses qui sont plus compliquées. Et pour des personnes qui sont déjà au bout du rouleau de la compensation, ça peut être dramatique. C'est ça. Est-ce que c'est fatal pour tout le monde? Non, mais est-ce que c'est mauvais pour tout le monde? Définitivement. C'est vraiment ça qu'il faut se rappeler. Par tous les mécanismes qu'on a parlé d'obstruction. À l'esprit que ouais, on va reparler. Je veux pas refaire trop de parenthèses parce qu'on est déjà un peu long. Je termine. Ouais. Donc, par rapport à cet effet cérébral, de l'augmentation du dioxyde de carbone, ça doit quand même faire réfléchir à quelques situations. Il y a quand même des situations où on a besoin de toute notre clarté d'esprit et de nos facultés de décision.
Et notamment, par exemple, je pense qu'il peut être Tout le temps, judicieux s'il vous plaît. de ne pas porter un masque pour conduire, par exemple. Ça me paraît être une aberration de mettre un masque pour conduire, quoi. Je veux dire, ça diminue tes réflexes et tes capacités de réaction et de décision même. De Tu n'es décision. pas en danger. Tu ne mets personne en danger là, dans Oui, ta voiture là, non plus. Là. Mmh. Ouais, c'est triste. C'est d'une tristesse. Mauvaise information, mauvaise éducation, puis surtout un mauvais contrôle médiatique, malheureusement, de l'information. Ça n'aide pas du tout, ça. En termes de conduite à tenir, moi, j'ai juste envie de donner quelques petits conseils faciles à retenir et à mettre en œuvre. Hein. Donc, le plus important, c'est toujours de respirer plus profondément et que pour compenser la présence du masque, la seule manière physiologique de compenser la présence du masque, c'est de faire des respirations plus profondes. Une respiration plus lente et plus profonde. Allez voir la respiration, la vidéo que j'ai faite, ce que vous devez savoir pour la respiration. Elle n'a pas encore été mise sur YouTube, elle est que sur Facebook. Hein. La mauvaise vision des gens, c'est peut-être que si on veut un masque, parce qu'il faut moins respirer, mais ce n'est pas du tout le cas. Pour que l'immunité soit augmentée, il faut respirer. Mais bien sûr. C'est bien sûr. Et même, c'est une aberration de dire je vais moins respirer pour pas l'attraper parce que, en fait, tu te mets dans une situation de souffrance et d'emballement et plus tu fais des respirations qui sont de moins en moins profondes, finalement, tu te rends malade directement. Dans la vidéo, si tu veux toujours maintenir tes échanges gazeux, tu vas être obligé de respirer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'air. C'est-à-dire que moins ta respiration est efficace et plus tu es obligé de respirer de l'air et donc de filtrer de plus en plus d'air. C'est-à-dire que pour avoir les mêmes échanges gazeux, au lieu de respirer peut-être 5 litres d'air par minute, bah, tu vas être obligé de respirer 15 litres d'air par minute. Ouais. Donc, dans 15 litres d'air que tu fais circuler entre l'extérieur et toi, tu as plus de chances d'avoir une quantité de virus et de microbes plus importante que si tu n'en respires que 5. Tu me comprends? Oui, moi, je pense quand même que ça devient pathologique parce que les masques d'obstruction respiratoire, je trouvais ça intéressant au début. J'ai travaillé ça beaucoup au gym avant. Des muscles qui te forcent à créer du globule rouge, on va dire, puis ces trucs-là. Mais c'est non physiologique parce que c'est un phénomène externe. Exemple, moi, je fais un exercice respiratoire volontairement, bien, j'ai le même système musculaire. J'ai la même capacité à tirer de la force. OK? C'est un contrôle moteur qui se fait avec les organes tendineux des scalènes, du diaphragme, du psoas. Il y a des parties du tronc cérébral comme le pont qui contient les centres respiratoires. Tout, c'est un système de précision pour qu'on s'assure que le mélange gazeux soit optimal. Donc, si tu forces ta respiration, tu développes des systèmes musculaires différents dans ton corps qui vont tirer différemment à l'air. Tu as besoin de plus de force pour faire un travail de précision. Ça, c'est une autre erreur. C'est complexe, le sujet, mais on est supposé de respirer avec une certaine facilité. Puis plus qu'on a une obstruction... J'étais en train de donner juste quelques conseils simples. Quelques conseils simples. Et toi, je suis désolé, mais on dérègle le système nerveux autonome respiratoire. C'est quand même violent. Qu'est-ce que ça fait sur le long terme? Parce que la personne, d'un coup, qui retire le masque, son corps veut continuer à tirer de la même façon l'air, puis il va se désajuster. Ça fait des erreurs qu'on fait en neurologie fonctionnelle, qu'on est capable d'aller rechercher ensuite dans le système. C'est vraiment pas top. Voilà. Il y a un autre truc en ce moment qui est peut-être moins... On n'a pas de preuves scientifiques encore, mais il y a beaucoup de scientifiques qui en parlent depuis le début du COVID. Ça serait la 5G. En ce moment, au niveau de l'oxygénation de la cellule, mais je veux juste te dire que ça, c'est un autre truc. C'est un peu un ennemi impossible, invisible. C'est des trucs peut-être... j'ai très hâte qu'il y ait des articles sur le sujet qui en parlent parce que c'est assez fréquent, tout ça. Ah bon, on suivra pas. Ouais, c'est ça. Donc, attends, Je te laisse finir ton résumé. Ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait faire des respirations plus profondes. Oui. Évidemment, pas conduire. Le masque, même s'il n'est pas dangereux pour la plupart des gens, il n'est pas bénéfique. Donc, le moins on le porte, le mieux c'est. Je parle bien toujours d'un point de vue respiratoire. Hein. Je ne parle pas de protection par rapport au virus, etc. Et puis, donc, limiter la durée
c'est comme la position assise, hein, c'est mauvais. Plus c'est interrompu, et mieux c'est. Voilà. Donc, Ouais. les gens disent qu'il faut éviter de le manipuler, etc. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'il faut éviter de le porter trop longtemps. Voilà, pour moi, la plus grosse ânerie, hein, pour moi, c'est de conduire avec ça ou d'être dans une situation de responsabilité importante où ton état d'esprit, ta clarté d'esprit et ta faculté de réflexion et de jugement et de décision n'est pas affectée. À savoir également que ça, alors je sais pas, mais je me dis que c'est pas impossible. Ne surtout pas porter un masque pour dormir. Il y en a sûrement. Il y en a sûrement. Je sais qu'il y a des couples qui pratiquent la distanciation sociale, etc. Donc je ne sais pas à quel point ça peut aller. N'allez surtout pas mettre un masque pour dormir, quoi. C'est vraiment au cours du sommeil que le risque d'hypercapnie est le plus important. C'est clair. Voilà. Je viens d'imaginer Denis ton poulet sortir avec la tronche que tu as fait. Les gens n'ont pas vu à cause que le ciel va monter sur celui qui parlait. Mais, comme ça, c'est trop drôle. Oh mon Dieu. Ben, c'est terrible, mais il y a probablement des gens qui ont peur de ça. Puis faut pas vivre dans cette peur-là. Là. Je crois pas que c'est si alarmant que ça, là, ce qui se passe, malheureusement. C'est mon point de vue personnel. Okay? L'Institut de neuroperformance ne témoigne pas de ça, mais Nicolas Desjardins croit que c'est pas si grave que ça. Donc, je dissocie l'entreprise de mon nom pour ce commentaire, commandité par... un énorme merci pour ce magnifique résumé. Je pense que tout le monde a bien appris. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. C'est le temps de les poser dans le chat ou si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube ou sur le podcast. Vous pouvez écrire sur les plateformes parce que cette vidéo-là a été tournée et va être repostée ensuite sur les médias. Moi, ça a été vraiment cool. J'ai adoré ça et je n'ai que plus hâte en fait, de la formation qu'on prépare, posture et respiration, que cette fois, on va offrir en ligne. Je crois qu'on a étudié beaucoup le sujet chacun de notre côté depuis la dernière fois qu'on l'a donné il y a 1 an. Donc, il va y avoir encore plus de contenu. J'ai envie de dire, ceux qui l'ont déjà fait peuvent le refaire. Oui, on va leur débloquer l'accès sur le site de toute façon. Ça va valoir la peine. Je crois que Denis l'avait fait. On va peut-être donner un petit peu plus d'exercices respiratoires. Tu ne l'avais pas fait? OK. Ça serait une bonne idée de donner des exercices respiratoires encore plus cette fois-là pour ramener de la fonctionnalité au système derrière la théorie. On a aussi pris une décision. Je continue à lancer, Hervé, une petite seconde. On a le cours qui était posture et respiration. On voulait parler d'ATM. Finalement, on a décidé de faire 2 cours complètement différents pour avoir un cours sur l'articulation temporomandibulaire. Donc, tout ce qui est mâchoire et compagnie, c'est souvent des problèmes qui arrivent souvent dans les cas cliniques. Puis surtout en période de stress, les gens qui serrent beaucoup les dents en ce moment, qui ne savent pas trop leur vie va où, c'est à cause de l'anxiété. Un des mécanismes souvent va être le serrement de dents. Des fois, ça peut être une bactérie au niveau du système digestif. Dr Thomas a d'autres points de vue aussi en tant que dentiste. Donc, on va parler du complexe de l'articulation temporomandibulaire, de l'occlusion, comment que les dents devraient se positionner, et ainsi des relations dans le corps. Il y a des chaînes musculaires qui vont être affectées en fonction de tout ça. On va vous amener ça dans 2 formations. Ça va être tourné en juin. D'ici là, on devrait, je ne sais pas si ça va être en même temps avant ou après, ça devrait être possiblement... Quand le cours va être prêt à être lancé, Dr Thomas il devrait avoir le livre qu'on va vous distribuer sur la posture de la respiration en même temps, le livre gratuit qu'on va mettre sur notre plateforme en souhaitant que vous appréciez le savoir et les incroyables visuels que Dr Thomas nous produit. Donc, merci à tous. Partagez la vidéo si vous avez apprécié. Il y a la page Thomas, la chaise Thomas, la page de la chaise Thomas qui est disponible sur Facebook, sur Instagram aussi. On est aussi partout sur tous les médias sociaux. Les informations sont quand même plus sur la page Facebook. Instagram, c'est un peu plus du visuel. Là. Une photo. Si les gens veulent de l'info, c'est plus sur la page Facebook quand même. C'est un portfolio. Excellent. Donc, de toute manière, le but, c'est que l'information se rende. En même temps, on va vous laisser des informations concernant la chaise Thomas dans les textes de description du fichier. Si ça vous intéresse d'aller voir la chaise Thomas, évidemment, qui va être en production sous peu. On a besoin de tout le monde, en fait.
On a besoin que les gens comprennent à quel point que cette chaise-là, ça peut révolutionner un des grands problèmes de la vie en ce moment, qui est justement la circulation lymphatique, la lymphe et la posture assise, qu'on n'est pas capable de dissocier de la santé des gens. Donc, on veut vraiment que, exemple, moi qui passe pratiquement 12 heures par jour assis, j'ai définitivement trop hâte que cette chaise-là soit là. C'est malheureusement mon métier, je ne peux rien changer. Puis comme Dr Thomas dit, même si je passe mes journées à vouloir faire du sport, faire de l'exercice respiratoire, des trucs comme ça, je suis quand même coincé dans ma chaise à bloquer ma lymphe. Ça me cause d'autres problèmes, des déficits circulatoires, plein d'autres problèmes. Puis cette chaise-là va venir changer la solution. C'est plus pratique que la ceinture. La ceinture, peut-être pour marcher, c'est cool, mais en position assise, des fois, ça peut être un peu moins confortable. Puis là, il n'y aura pas de... En même temps, je vais pouvoir bouger de façon efficace avec la chaise. Donc, il faut vraiment que cette chaise-là soit commercialisée et reconnue. Par intérêt, mais effectivement, pour être assis, tant qu'à faire, la chaise. Non, mais c'est ça, exactement. Ça va éliminer ce dossier-là, le dossier du problème lymphatique. Le reste, bien, avec les formations qu'on offre, vous allez apprendre à faire circuler la lymphe, bouger, comprendre les mécanismes, peut-être l'immunité même, comment que tous ces systèmes-là sont intrinsèquement liés. Puis c'est des formations en médecine intégrative de mon côté, des formations, toute l'expérience incroyable que Dr Thomas apporte à l'équipe aussi, c'est fabuleux. Ne manquez pas ça. Partager. Bref, je ne sais pas si tu as des petits trucs à dire, mon cher Hervé, à notre auditoire. Bah, écoute, là, je commence à... Non, je pense que je suis content. Je vous ai raconté pas mal de choses que j'avais envie dont j'avais envie de parler. Je vous ferai des exposés plus complets prochainement. Là, je pense que le petit texte qui m'a servi de base là, pour aujourd'hui, on va le partager. Hein, Oui, on fait un article avec lui. Là. Parfait. Fait que les gens pourront avoir quelques détails techniques. Et puis... Ben là, il y a quelqu'un dans la salle d'attente qui veut rentrer. Ben, elle arrive pour la fin. Bonjour, Catherine. Tu arrives juste à la fin. C'est pour te dire que la vidéo va être disponible sur YouTube. Mais s'il y a des questions, c'est le moment. Donc, ouais, ben sinon, c'est ça. S'il y a des questions juste en fin comme ça, on ne voit pas de questions apparaître ici. Mais on a 5 personnes qu'on ne voit pas en vidéo qui sont présentes aussi en même temps. Donc, c'est quand même cool. Il y a quand même quelques personnes qui sont venues. Sinon, ben écoute, on repartage ça. Je vais faire une petite production avec le truc. On va repartager ça sur les médias. Puis je vous invite à nous suivre. Sur le site web, en attendant, si vous n'avez pas déjà le livre de Dr Thomas, on offre sur le site institutneuroperformance.com 2 e-books déjà gratuits. Je veux vraiment que notre communauté d'enseignants à l'Institut, on donne des trucs puis on fasse connaître les différentes forces de chacun de nos spécialistes. On donne un livre que j'ai écrit sur le testing du système nerveux. C'est vraiment cool. C'est des trucs que vous pouvez essayer à la maison, sur votre santé, sur plein de choses comme ça. Et on donne un livre sur la nutrition pour le sport. En fait, une bibliothèque sur la nutrition pour le sport écrit par Anthony Borsellino, qui a un PhD en naturopathie axé sur le sport. Donc, prochainement, on va avoir le livre sur la synergologie appliquée de Manuel Constant, ainsi que celui de Dr Thomas. Donc, c'est toutes des sommités, des gens qui écrivent des trucs fascinants, des belles connaissances, très, 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 très pointilleuses dans leur sujet. Puis ça vaut la peine. J'en profite pour exprimer au passage le grand respect que j'ai pour notre ami synergologue. Manuel? Ouais. Ah, il est incroyable. C'est extraordinaire. Ouais. S'exprime bien, brillant, intelligence émotionnelle exceptionnelle, intervention toujours super pertinente. Ça, c'est. Ben, je pense qu'on est en train de former une équipe qui est vraiment. Et puis, pour la synergie, j'en profite pour faire un coup de pub à la synergologie. Parce que c'est vraiment un domaine auquel je me suis intéressé. Moi, je n'ai pas fini la formation comme Manuel, c'est-à-dire que j'ai à peu près 15 stages, je crois. Moi, j'en ai fait 8. Quand même pas mal. Avec l'Institut de synergologie. Ah zut, j'ai plus les. C'est du Québec, là? Ouais, c'est correct. Faut que je fasse des respirations profondes. Là, je dois être en excès de CO2. Là, je commence à plus y arriver. Là. Avec Philippe Turchet, qui est l'initiateur de la synergologie. La synergologie, c'est le langage non verbal. C'est passionnant. Moi, je me suis intéressé à ça pour l'intérêt que j'ai pour la morphologie, pour mieux comprendre pourquoi certaines personnes adoptent certaines habitudes comportementales plutôt que d'autres. C'était dans ce cadre-là que je voulais mieux comprendre un petit peu et que je me suis intéressé à la synergologie, et c'est vraiment
un truc qui est incroyable et super enrichissant et super intéressant, quelles que soient les activités professionnelles. Je veux dire que même à titre personnel, c'est super intéressant puisque ça te permet tout simplement d'améliorer tes capacités de communication avec les autres. Oui, c'est super important. De mieux comprendre les autres, de mieux te comprendre toi-même. Voilà, donc la synergologie, c'est vraiment pour les gens qui sont curieux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir avec Philippe Turchet. Ouais, c'est ça, avec Manuel pour avec faire ça plus rapide. Manuel, avec le niveau 1 en ligne, c'est super facile. Je fais des interventions aussi maintenant dans les cours. C'est quand même intéressant parce que j'amène des notions en neurologie. De découvrir via Manuel, ouais. de faire une approche avec Manuel. Ouais. Et puis c'est vrai que Philippe Turchet, lui, il a une approche. C'est quelqu'un qui a un niveau intellectuel, ouais. Une intellectualisation des choses qui est assez élevée et peut-être moins. Ouais, c'est un développeur, hein. Mais c'est un cours de 3 ans pour ceux qui veulent faire synergologie complète. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus accessible. La formation de Manuel est disponible sur notre site d'ailleurs dans les formations en ligne. Puis on va être en tournage dans 1 semaine, je crois, ou 2, dans 2 semaines, le niveau 2. Donc, on va avoir les 2 cours comme ça en ligne. Le 3e se donne exclusivement en salle. Donc, hey, un grand merci, mon ami. Super cool. Merci à Denis et les autres personnes cachées en arrière qu'on ne voit pas. Mais je crois qu'on a répondu à toutes les questions. C'est quand même phénoménal. Tantôt, j'ai remarqué que tout le long de l'entrevue, je regardais ailleurs parce qu'en fait, il y a mon laptop qui est en arrière puis je regardais les caméras en arrière. Puis finalement, j'ai dit, ben là, j'ai l'air con. Là, il est devant moi sur le téléphone. Fait que là, j'ai commencé à regarder le téléphone. C'est intéressant. Puis parlant de Synergo, j'ai vu que j'ai fait ça. Je voulais apporter un argument. Puis mes doigts, ils ont fait ça un moment donné. Puis ça, on appelle ça les couteaux. Hein? J'étais prêt à lancer un bon argument d'un truc. Ça s'est fait inconsciemment. Mon corps le fait. Et je fais, c'est intéressant. Ça, c'est le genre de truc, en faisant les synergos, on appelle ça... Manuel appelle ça un chevreuil, hein, quelque chose qui apparaît. Oh! Puis là, qu'on fait... il veut dire un truc, là, c'est important. Il faut l'écouter. Un gros merci. Merci à tous. Allez visiter nos pages pendant ce temps-là. Amusez-vous. Il y a d'autres articles, je crois, du Dr Thomas et d'autres entrevues sur nos plateformes si ça vous intéresse, si le personnage vous intéresse et ainsi que ses connaissances. Moi, je l'adore. C'est de l'amour. Alors, à plus. Bye bye. Merci. Ciao. Ciao.